Bienvenue sur le podcast L'heure du Caire, ton rendez-vous hebdomadaire pour parler d'entrepreneuriat, de business, de customer care, d'expérience client, de stratégie. Tout ça autour du sujet du care, de toujours être bien, épanoui, que nos clients soient bien, que nos équipes soient bien, que tout le monde soit bien, bref, qu'on care bien évidemment au sujet des humains. Un petit peu bizarre comme intro, mais tu vas comprendre, notamment avec le sujet de cet épisode qui est l'épanouissement. J'ai construit cet épisode comme une réflexion scientifique autour d'un sujet très philosophique, parce que cet épisode n'a pour but de répondre qu'à une seule question. Est-ce possible d'avoir une vie professionnelle épanouissante? Alors là, tout de suite, tu as peut-être envie de me dire oui, forcément, c'est tout à fait possible. D'accord, c'est ma pensée de départ à moi, mais tout le monde ne pense pas de la même façon, et il y a plein de critères à prendre en considération, certains critères que tu n'imagines même pas, puisque moi-même, j'en ai découvert et je me suis rendu compte que j'en négligeais certains. Donc je te préviens, cet épisode sera philosophique, bien évidemment, mais très agrémenté d'études sociologiques et de preuves scientifiques. J'aime beaucoup partir d'un sujet très abstrait et trouver des choses concrètes et factuelles pour nous diriger vers la meilleure réponse possible. D'accord? Donc aujourd'hui, c'est pas un épisode tout plat sur l'épanouissement au travail. Je veux vraiment te donner une réponse extrêmement concrète et la plus personnalisée possible à ton cas. D'accord? Et surtout, plusieurs pistes de réflexion pour nourrir tes décisions. Parce que si tu es là à écouter cet épisode actuellement, sur une plateforme d'écoute de podcast ou en vidéo sur YouTube, coucou, c'est que tu es dans une situation peut-être où tu manques d'épanouissement. Ou en tout cas, tu sens que il y a des choses qui pourraient quand même aller un petit peu mieux. Et attention, ces situations peuvent être multiples parce que la plupart du temps, quand on pense à manque d'épanouissement dans sa vie professionnelle, tout de suite on pense à salariat. Je vais d'abord passer en revue les différentes situations possibles parce que peut-être que tu as commencé à écouter cet épisode et que tu t'es dit finalement mon cas ne sera pas traité dedans. Écoute bien. Soit tu es salarié, effectivement, et c'est pas le job de tes rêves, voire c'est un job alimentaire, ou alors pire, ça se passe mal. Personnellement, je suis déjà passée par là. Soit tu es peut-être sans emploi et tu te rends compte que pour trouver un job qui paye un minimum correctement et qui t'apporte un minimum de bonheur, ça va être plus compliqué que tu le pensais. Peut-être que tu es étudiante actuellement et que tu t'interroges sur quel travail, quel métier tu dois faire pour avoir un maximum d'épanouissement. Ou encore tu es parent au foyer, peut-être, et avoir une activité professionnelle te manque, mais pareil, tu cherches un métier qui matche avec ta vie perso, avec tes valeurs et qui te soit agréable à pratiquer. Et non, tout le monde ne veut pas devenir influenceur ou créateur de contenu en 2026, contrairement à ce que tout le monde veut bien nous faire croire. D'accord? Donc tu es au bon endroit si t'as pas envie de devenir influenceur, que tu veux simplement un job, que ce soit en salarié ou dans un autre format. D'ailleurs, le format, c'est pas le mot exact, mais le statut professionnel, ton choix de statut professionnel joue bien évidemment un rôle dans ton épanouissement, on en parlera dans cet épisode, mais voilà, tu as envie d'une activité où tu pas à créer de contenu. Je précise parce qu'aujourd'hui, dès qu'on cherche sur, internet, YouTube et cetera, comment gagner de l'argent, en 2026 ou alors quel métier faire en 2026, bah, vraiment je trouve ça hallucinant qu'il y ait plein de contenus qui parlent directement d'être influenceur, créateur de contenu ou de devenir entrepreneur. Donc là, moi, je suis entrepreneur depuis 8 ans, bientôt 8 ans, je forme des freelances, donc je forme des entrepreneurs, mais tu vas voir que mon épisode ne va pas t'emmener vers l'entrepreneuriat. Encore une fois, je veux que tu trouves une réponse adaptée à toi, à ta situation actuelle, à tes envies actuelles, et non, l'entrepreneuriat et le freelancing n'est peut-être pas la bonne réponse pour toi. On va le découvrir ensemble. Alors, peut-on vraiment avoir une vie professionnelle épanouissante en 2026, en 2027, peu importe l'année dans laquelle tu écoutes cet épisode, mais surtout donc qui va nous rendre heureux, parce que l'épanouissement, bien évidemment, ça nous aide à être heureux globalement dans notre vie. Déjà, j'aimerais rétablir une vérité, parce que le capitalisme, on va en parler rapidement, et nos sociétés actuelles ont totalement un petit peu changé la définition du travail et de ce qu'on avait le droit d'espérer ou pas du travail. Donc oui, tu as le droit de vouloir un job qui te rende heureux. Déjà.
Si jusqu'à maintenant tu te disais: «J'en demande trop», en cherchant un job qui me rende heureux, tu n'en demandes pas trop, c'est notre société qui est malade. Vraiment, c'est voilà. Donc tu n'es pas trop naïve, hein, et tu ne penses pas vivre dans le monde des bisounours si ton exigence est d'avoir un travail qui t'épanouisse un minimum, OK? Ce n'est pas normal d'avoir normalisé, parce que c'est un petit peu ce qui se passe, hein, aujourd'hui, hein, la société, le monde du travail a normalisé que 50 des salariés sont en état de détresse psychologique en 2026. La moitié des salariés. Donc encore une fois, je reprends l'exemple des salariés parce que c'est aussi le seul échantillon de personnes sur lesquelles on a des données scientifiques, des études qui ont été réalisées, des études très sérieuses. D'ailleurs, ces données sont tirées de la 16e édition du baromètre Empreinte humaine réalisé par Ipsos Bevia, qui a été publiée le 2 juin dernier. On est en juillet, là, à l'heure à laquelle sort cet épisode, donc c'est hyper récent. La moitié des salariés sont malheureux au travail. Tu es bien tombé si tu penses et si tu exiges que ton travail te rende un minimum heureux ou heureuse, parce que moi je crois fermement qu'il est possible d'être épanoui au travail. Mais là, je dois aussi définir avec toi ce qu'est l'épanouissement au travail, parce que là aussi, il y a souvent de grosses erreurs qui sont faites dans l'inconscient collectif. Déjà, ce que ce n'est pas. Je suis désolée, je lis mes notes parce que c'est pas un épisode où je dis juste ce que je pense. J'ai vraiment noté des choses factuelles et franchement désolée, mais j'apprends pas mes épisodes de podcast par cœur. Je brode autour, bien évidemment, mais il y a des choses que je dois lire. Donc déjà, ce n'est pas aimer obligatoirement toutes les tâches qui entrent dans notre travail. Aimer tous nos collègues, quand on est salarié, se dire chaque matin: «Mon travail est le meilleur travail du monde», ne jamais ressentir de fatigue, ne jamais avoir envie d'arrêter, ne jamais avoir de moments de down, en fait, dans son travail. D'accord? C'est normal d'expérimenter des émotions parfois difficiles ou compliquées, ou même d'avoir des éléments que nous n'aimons pas dans une activité professionnelle qui pourtant participe activement à notre épanouissement. OK? Donc là, on remet un petit peu, l'église au centre du village, comme on dit. Qu'il y ait des choses qui ne nous plaisent pas dans notre travail n'est pas l'unique cause qui fait que notre travail ne nous épanouit pas. OK? Il y a plein de choses à prendre en compte, plein de critères, et là par contre, je pense que c'est presque impossible d'avoir une activité professionnelle où chaque tâche, chaque micro-tâche, chaque mini-chose qu'on doit faire dans notre activité professionnelle nous comble de bonheur. Je suis entrepreneur depuis 8 ans, j'ai choisi ce statut, j'ai choisi mon métier, je choisis mes projets, je choisis mes clients, quand bien même il y a des tâches que je dois réaliser chaque mois, chaque semaine, chaque année, qui ne m'épanouissent pas et qui ne me plaisent pas. Faire mes chiffres de fin de mois, c'est hyper important, c'est essentiel à la gestion de mon business. Pour autant, c'est une tâche où je dois vraiment mettre des trucs qui me plaisent autour pour que je puisse la faire, parce que c'est pas une tâche qui me plaît. Il y a d'autres tâches qui ne me plaisent pas, mais que je fais parce que globalement mon activité est épanouissante. Tout le reste est épanouissant et on va voir les critères juste après. D'accord? Donc l'épanouissement dans son travail, on va voir la définition très précise, écoute bien. C'est le fait de se sentir à la fois bien, utile et en croissance. Donc en évolution dans son activité professionnelle au quotidien. Et en croissance, donc en évolution dans son activité professionnelle au quotidien. Il y a plusieurs sources, donc toutes mes sources seront citées sur l'article de blog qui sera en lien avec cet épisode. Il sortira peut-être pas le jour de la sortie de l'épisode, mais dans les jours qui suivent. Donc toutes mes sources, je les note, mais je vais pas les mettre en description YouTube parce qu'il y en a beaucoup et ça va prendre trop de place. Donc il y a plusieurs sources qui s'accordent sur une définition de l'épanouissement. Donc l'épanouissement professionnel se traduit par un sentiment de satisfaction et d'accomplissement ressenti régulièrement dans le travail. Il repose sur 2 grandes dimensions. Il y a les tâches en elles-mêmes, leur sens, leur intérêt, leur cohérence avec nos valeurs et nos compétences, les conditions et l'environnement. Donc l'ambiance, la reconnaissance, l'autonomie, l'équilibre avec la vie personnelle. Et on peut le résumer en fait comme ça nous dégage des sentiments positifs liés à notre travail. Et surtout, on ne ressent pas de contraintes et d'insatisfaction majeure et durable. D'accord? Si on prend le côté très RH et psychologie du travail, de l'épanouissement, ça renvoie surtout à un travail qui a du sens pour nous, en tant qu'individus.
d'accord? En tant que personne, ça on contribue à quelque chose, on sert nos valeurs. Un bon usage de nos compétences et les possibilités de les faire évoluer et d'apprendre de nouvelles compétences. Avoir des relations de qualité, notamment avec nos collègues de travail, les managers, les clients. Donc le côté humain et relationnel, il est intrinsèquement lié avec l'épanouissement au travail. Je dis ça parce que vu que je suis dans le customer care et qu'on parle à des clients toute la journée, voilà, c'est hyper important. De la reconnaissance, donc qu'on ait des feedbacks, de la considération, une rémunération perçue comme juste, qui est, je pense, aujourd'hui en France, l'une des choses les plus compliquées à obtenir quand on est salarié. Un certain niveau d'autonomie et de marge pour organiser son travail. Ça aussi, quand je discute avec des salariés, souvent l'autonomie et la flexibilité, c'est pas quoi. Et un équilibre entre vie pro et vie perso qui ne génère pas de tension permanente. D'accord? Et donc il ne faut pas confondre avec le bonheur permanent, comme je le disais tout à l'heure. L'épanouissement n'implique pas d'être toujours heureux dans son travail, mais de ressentir globalement que le travail contribue à une vie qui a du sens. OK? Et ce n'est pas non plus la performance à tout prix. On peut être ultra performant dans notre travail tout en étant épuisé et malheureux. L'épanouissement suppose que la réussite ne se fasse pas au détriment de la santé et de nos valeurs. C'était évident, mais il fallait que je le précise. OK? Donc maintenant qu'on a une définition claire de ce qu'est l'épanouissement au travail, alors oui, c'était ma pensée de base. Oui, bien sûr qu'on peut être heureux au travail. Je pense qu'avec cette définition, toi aussi, tu sais que c'est possible. C'est-à-dire qu'on peut trouver un travail, une activité professionnelle qui nous épanouit. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Ça veut dire que c'est possible. Dans ma vie de salarié, personnellement, j'ai eu des jobs hyper épanouissants. J'étais vendeuse dans mon premier job. Euh, et vraiment, j'ai trop aimé parce que ça cochait tous ces critères. On me faisait confiance. L'environnement de travail était sain. J'avais de super collègues. J'avais des feedbacks. On me confiait des responsabilités. On m'apprenait des choses. L'accueil des donneurs de sang à l'EFS. C'était mes premiers jobs d'été quand j'avais 16, 17, 18 ans. Je l'ai fait 3 ans d'affilée. Et vraiment, pareil, sur un mois, c'était un job hyper épanouissant pour moi. J'ai été vendeuse chez Lush, puis assistante Customer Care, puis manager adjointe du Customer Care, puis manager du pôle Customer Care de la marque pour la France, la Belgique, le Luxembourg. Bref, tu connais la chanson si tu as déjà écouté mon histoire. Donc tout ça, c'est des jobs qui m'ont énormément épanouie et j'ai envie de dire qui participaient à plus de la moitié de mon épanouissement total. Mais j'ai aussi eu d'autres jobs, pas du tout épanouissement. J'étais conseillère de vente dans une marque de luxe, par exemple. J'ai raconté certaines anecdotes et j'en ai un peu plus parlé dans l'épisode précédent, salariat vs entrepreneuriat. Donc je vais pas tout répéter ici. Et j'ai aussi été opératrice. Alors j'ai été, je mets des gros guillemets, pour les rendez-vous médicaux. Je suis partie au bout d'une matinée, hein. Clairement, j'ai senti que ça allait pas le faire. C'était l'ambiance surtout qui était très bizarre parce qu'en soi, prendre des rendez-vous médicaux, il y avait rien de compliqué, c'était un logiciel, on parlait avec des personnes qui avaient besoin d'un rendez-vous, on s'organisait avec elles et voilà. Mais alors les bureaux, ils étaient insalubres. Il y avait 2 mecs qui surveillaient, donc une vingtaine de femmes, uniquement des femmes, hein, qui étaient opératrices sur des minuscules bureaux bancals et ils passaient derrière nous et ils disaient: «Ouais, là le rendement, il est pas assez bien, t'as pas pris assez d'appels, machin». Wow, chelou. Clairement, je me suis dit, j'allais pas être épanouie. Et vu comment les nanas, quand je suis arrivée, m'ont regardée avec des grands yeux du style, qu'est-ce que t'es venue faire là, meuf? Bon, j'ai senti que elles aussi, les pauvres, c'était pas le job le plus épanouissant de leur vie. Et dans ma vie d'entrepreneur, j'ai aussi été Customer Care Manager freelance, tu le sais, et le métier en lui-même est extrêmement épanouissant quand il est fait pour nous. Mais moi et toutes les CCM que j'ai pu former, on a toutes vécu des moments où on n'a pas été épanoui dans une mission. Donc c'était même pas le métier en lui-même, tu vois, mais ça pouvait être l'état d'esprit de notre client, l'ambiance dans son business, son domaine d'activité peut-être, sa façon de communiquer aussi, ou de ne pas communiquer avec nous parfois, la façon dont on était traité ou pas valorisé. Donc même après, en ayant été à mon compte, donc même avec ce métier super épanouissant, selon la mission, c'est pas toujours épanouissant en fait. Parce que il y a des critères à cocher et on y vient juste après aux critères. Mais c'est important que je résume tout ça. Et donc même après, en ayant arrêté mon activité de Customer Care Manager freelance et en étant 100 entrepreneur, il y a eu des périodes où j'étais pas épanouie. Parce qu'en étant à notre compte, on a quand même
Il y a eu des périodes où j'étais pas épanouie, parce que je cochais pas tous les critères. Mais en étant à notre compte, on a quand même plus de liberté, je trouve, plus de responsabilité aussi, pour remettre de l'épanouissement dans notre travail. On peut choisir nos clients, on peut arrêter une mission, arranger nos horaires de travail, changer d'environnement de travail, faire certaines tâches autrement, ce qui n'est pas forcément le cas quand on est salarié. Donc pour la dernière partie de cet épisode, on va creuser les éléments qui apportent du malheur au travail dans un premier temps. Donc c'est vraiment tous les critères, en gros si tu les coches, je suis désolée, t'es mal barré pour avoir de l'épanouissement. Et au contraire, ceux qui vont apporter de l'épanouissement. Pareil, si tu les coches, tu es sur la bonne voie. Si tu les coches pas encore, il va falloir mettre ces critères dans tes recherches et dans tes prises de décision, que ce soit si tu recherches un travail en tant que salarié ou un travail en tant que, freelance ou, voilà, une évolution, on va dire, différente de ton travail. Donc maintenant, on va voir les facteurs les plus fortement associés au mal-être au travail. Dans un premier temps, on a les exigences psychosociales élevées et la faible reconnaissance. Il y a une grande enquête québécoise sur la santé de la population en 2014 et en 2015, bon ça date un petit peu mais c'est toujours vrai aujourd'hui, analysée par l'INSPQ, qui montre qu'il y a 3 grands risques psychosociaux qui ressortent énormément. Déjà, un niveau élevé d'exigence psychologique, donc en gros la pression, la charge mentale, le rythme de travail, les urgences à gérer, etc. Un faible niveau de reconnaissance. Pas de feedback du manager, pas de considération, pas de remerciement, pas de justice dans la récompense. Le harcèlement psychologique régulier. Ça arrive malheureusement beaucoup trop dans le monde du travail. Et surtout, l'effet cumulatif très fort. Les salariés qui sont exposés à 3 risques psychosociaux ou plus font ont 7 fois plus de probabilité en fait d'avoir une détresse psychologique élevée liée au travail que ceux qui ne sont exposés à aucun, bien évidemment, de ces risques. Donc après les risques psychosociaux, on a le déséquilibre entre l'effort et la récompense qu'on ressent par rapport à notre travail qui heurte la conscience professionnelle. Donc le programme français Samothrace de la santé publique française sur le mal-être et l'environnement psychosocial au travail retrouve des résultats hyper proches que l'enquête québécoise. Donc le déséquilibre effort-récompense et le surinvestissement au travail sont significativement associés au mal-être pour les hommes comme pour les femmes. Le mal-être est aussi fortement associé au fait de travailler d'une manière qui heurte la conscience professionnelle, donc devoir faire des choses qu'on juge contraires à nos valeurs, à la qualité de notre travail ou à l'éthique. L'exposition à des violences physiques ou psychologiques au travail augmente également le risque de mal-être, ça c'est clairement évident. Alors, les violences physiques, il y a les violences physiques, mais il y a aussi tout ce qui est agression, harcèlement, etc. Ça peut être physique et psychologique. Ensuite, il y a d'autres facteurs qui sont fréquemment cités dans les baromètres et dans les enquêtes en ressources humaines. Ok, on a l'intensité du travail, donc les horaires excessifs, les objectifs parfois irréalistes et qui, en plus, dans certains cas, sont donnés pour décourager ou démotiver, hein. Parfois, il y a les intentions aussi derrière qu'il faut rappeler. L'urgence permanente, le manque d'autonomie. La pression émotionnelle, donc les conflits avec les clients, les usagers, ça dans le customer care, je sais qu'on y est beaucoup sujet. Obligation de cacher ses émotions, les conflits d'éthique, encore une fois, le harcèlement. Le manque de sens, les tâches perçues comme inutiles, incohérentes entre les valeurs personnelles et la culture de l'entreprise. Absence de perspective, sentiment de stagnation, pas de reconnaissance, pas de possibilité d'évolution. L'environnement de travail toxique, enfin, management inefficace, climat de méfiance, conflits réguliers, manque de soutien. Et donc ce que les études vont montrer concrètement, parce que là c'est bien de parler des chiffres, mais c'est quoi la conclusion de ces études? Le mal-être, c'est pas surtout lié à un mauvais jour, hein, ou à la personnalité, mais vraiment à des conditions d'organisation et de relation au travail. Non, parce qu'il y en a beaucoup qui essayent de culpabiliser les gens en leur disant: «Mais c'est toi, c'est ta personnalité, c'est toi qui fites pas, avec la culture d'entreprise» et cetera. Non, non, non. Le manque d'épanouissement au travail, c'est d'abord les conditions de travail et les relations qu'on a au travail. OK? Ce sont les combinaisons de facteurs, comme on a vu, la forte exigence, plus la faible reconnaissance, plus du harcèlement, qui peuvent créer des situations, notamment les situations les plus dangereuses pour la santé mentale. Certains profils sont plus touchés, notamment les personnes en bas de l'échelle hiérarchique et les femmes, qui cumulent souvent plusieurs risques
psychosociaux. Donc maintenant, on va voir les éléments qui vont participer à ton épanouissement au travail. Donc forcément, tu te dis, bah, ça va juste être l'inverse de ce que j'ai vu, mais c'est bien de les explorer et de creuser aussi un petit peu pour les comprendre en profondeur. Et surtout, tu vas commencer à te poser des questions à ce moment-là. D'accord? Donc les synthèses sur l'épanouissement au travail identifient un ensemble de leviers récurrents. C'est pas des recettes miracles, hein, je préfère te le dire, mais ce sont des facteurs qu'il va falloir que tu recherches, des critères qu'il va falloir que tu recherches dans tes futurs jobs, dans tes missions freelance, et cetera. Parce que ces critères, ils augmentent fortement les possibilités d'être épanoui et accompli dans son travail. Donc pour cette partie, je t'invite à prendre de quoi noter, si tu le peux, ou même juste ton téléphone, ou à revenir sur cette partie de l'épisode quand tu pourras le faire, parce que le but de cet épisode, je le rappelle, est de répondre à la question: est-ce possible d'avoir une vie professionnelle épanouissante? On l'a vu? Oui, c'est possible. Mais là, je veux que tu repartes avec une réponse spécifique pour toi, personnellement, adaptée à ton cas et à ta situation. Donc pour cela, tu vas devoir noter, prendre des notes sur les différents critères que je vais te citer pour que tu saches précisément qu'est-ce qui peut participer à ton épanouissement dans ta vie professionnelle. D'accord? Première chose, le sens et l'alignement avec nos valeurs. Donc ça c'est évident, mais avoir un travail qui correspond à nos valeurs profondes et à nos convictions, que ce soit l'écologie, la justice sociale, l'innovation, le service, etc., c'est fréquemment cité comme un facteur clé d'épanouissement professionnel. Le sentiment de contribuer à un projet qui a du sens aussi, donc que ce soit pour l'entreprise, pour la société ou pour nous-mêmes. Ça renforce l'engagement et notre satisfaction. Donc les différentes sources et les études distinguent l'essence des tâches en elles-mêmes. Après, comme je te le disais tout à l'heure, on n'aime pas forcément toutes les tâches qu'on fait dans notre travail et c'est tout à fait normal. Et le sens global du poste. Quand on est salarié, à quoi sert mon job dans l'entreprise? Quel est l'impact sur le développement de l'entreprise, sur les clients, etc. Donc toi, demande-toi si c'est pas quelque chose que tu as déjà creusé avant. Quelles sont tes valeurs profondes? Quelles sont tes convictions? À quel type de projet tu auras envie de participer? Je te donne des exemples pour moi et les Customer Care Managers en règle générale que je forme. Nos valeurs profondes, souvent, c'est l'humain. C'est 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 vraiment mettre l'humain en priorité dans les entreprises, la bienveillance et faire le bien pour les autres. Et on a très souvent aussi, justement, une envie de justice. On ne supporte pas l'injustice, on ne supporte pas en tant que client être maltraité par une entreprise alors qu'on lui a donné toute notre confiance, et voir d'autres personnes subir ça aussi. Je sais que ça a été un des facteurs pour moi, de me lancer dans le customer care en 2018 et d'être customer care manager freelance, que je voyais tellement de dingueries, je me suis dit: «Mais c'est pas possible de laisser des entreprises ou des entrepreneurs traiter comme ça des gens», en fait. Il y avait vraiment cette valeur de justice, je ne peux pas laisser ça faire. Et il y a beaucoup de customer care managers qui ressentent cette chose-là aussi, mais surtout, voilà, le fait de mettre l'humain en premier, d'écouter l'humain et de lui redonner la place qu'il mérite dans le milieu du commerce et de l'entreprise. Et le projet, plus grand que nous, qui a du sens, il peut être hyper large, en fait. Moi, personnellement, ça peut être n'importe quoi, du moment qu'il y a de l'humain. C'est vraiment ça, mon point de gravité. Ensuite, en numéro 2, on a la reconnaissance et la valorisation. Donc la reconnaissance des efforts et des réalisations, donc les feedbacks, les remerciements, les promotions, les primes, etc. est systématiquement identifié comme un levier d'épanouissement. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et ne pas se sentir invisible ou pris pour acquis, c'est lié à un meilleur sentiment de justice, justement, et une plus grande confiance en soi et une plus grande motivation. Donc personnellement, en étant entrepreneur, j'ai dû apprendre à me valoriser moi-même. Parce que, c'est j'ai pas de patron qui va venir me dire et me taper sur l'épaule, «C'est bien, tu as fait du bon boulot ce mois-ci». Si je ne me le dis pas, si je n'en prends pas conscience moi-même, si je ne fête pas mes victoires et que je ne me félicite pas, bah, personne ne le fait et je n'ai pas de reconnaissance. Donc en fait, on apprend quand on est indépendant à se donner de la reconnaissance. Après, j'ai aussi la chance, l'immense privilège d'avoir une équipe formidable dont certaines personnes sont là depuis le début, alors depuis, ouais, 2019-2020 et c'est des personnes formidables qui aiment l'humain aussi, donc
très souvent, ça flatte mon ego, mais elles vont me féliciter, elles vont me dire: «Waouh, super ce que tu as fait, c'est trop bien» et cetera. Même mes clients aussi, ont parfois ce rôle de booster, donc ça aide. Mais en tant qu'indépendant, c'est vraiment nous qui devons d'abord mettre ça en place, ce système, de valorisation, OK? Donc de ton côté, ce besoin de reconnaissance, il faut savoir le faire toi-même si tu es indépendant, si tu souhaites être indépendant, si personne ne le fait pour toi. J'ai envie de dire même si tu es dans un job salarié, où quand même ça va, tu vois? Tu as quand même de l'épanouissement, mais qu'est ce côté reconnaissance qui te manque, mets-le en place toi, ce côté reconnaissance. Envoie un mail et mets tes managers en copie à la fin du mois en disant: «Voilà ce que j'ai réalisé, voilà l'impact que ça a eu, voilà le chiffre d'affaires que j'ai généré. Merci, à la semaine prochaine». Montre, tu vois? Valorise-toi toi-même, si c'est possible. L'autonomie et la marge de manœuvre. Donc avoir une certaine liberté pour organiser notre travail, prendre des décisions et choisir nos méthodes, bah, ça favorise aussi bien évidemment l'épanouissement et l'autonomie, il est associé à ce sentiment, tu sais, de responsabilité et de maîtrise. Moi, je sais que dans certains jobs ou même dans ma scolarité, c'était ça qui me manquait beaucoup et le fait là, de me sentir 100% responsable de tout, d'être en maîtrise, de pouvoir changer des choses, modifier ce que je veux, c'est hyper gratifiant. Vraiment, c'est une des choses qui m'épanouit le plus en tant qu'entrepreneur. Et une meilleure capacité aussi à utiliser nos compétences et à innover. Ça aussi, je pense que en tant qu'être humain, là, je vais faire une petite parenthèse dans mes notes, mais en tant qu'être humain, nous sommes faits pour évoluer. Notre cerveau, il est fait pour apprendre. Il est fait pour créer de nouvelles connexions neuronales. On est fait pour avancer. Vraiment, je suis persuadée qu'on est fait pour ça. Dans le sens où on a tout en place déjà pour devenir de plus en plus intelligent. Cependant, on a des sociétés aujourd'hui, et des divertissements, les téléphones, les réseaux sociaux, les émissions de télé-réalité ou même la télé en règle générale, bref. Quand on est une personne qui n'a pas vraiment conscience de ce qu'on va consommer, de la façon dont on va vivre, de nos routines, même si on n'a pas de métacognition. La métacognition, c'est la capacité d'analyser nos propres pensées et de se dire: «Mais pourquoi je pense ça? Pourquoi j'ai envie de faire ça? Alors qu'en fait mon objectif c'est ça. Pourquoi j'ai envie d'aller me vautrer sur le canapé alors qu'en fait j'ai envie, de perdre 35 kilos?» Enfin voilà. Il y a vraiment ce truc d'avoir de la conscience de soi-même et cetera. Il y a des personnes qui n'ont pas ça, soit parce que, elles sont nées dans un environnement qui était défavorable à développer ces capacités, elles ont pas eu des parents qui leur a appris, il y a plein de raisons. Mais je veux pas m'étaler là-dessus. Mais ce que je remarque, c'est que les humains qui stagnent, qui n'avancent pas, qui n'évoluent pas, qui n'apprennent pas de nouvelles choses, ils sont pas heureux. Vraiment, c'est pas les plus heureux. Alors je suis pas en train de dire qu'on doit tout le temps être en train de hustle, hein, et qu'on n'a pas le droit de se reposer, attention, c'est pas ce que je dis. Je parle de personnes qui n'apprennent plus rien de nouveau. Des personnes qui, sur tout leur temps libre, peu importe leur activité professionnelle, sur tout leur temps libre, vont le passer scotchés à leur téléphone, à scroller comme ça. Et on voit alors avec le regard vide, vraiment, genre le cerveau il est off quoi. Hem Des gens qui n'ouvrent jamais un livre, qui vont jamais lire. Alors je dis un livre, mais on peut très bien lire sur sa tablette, des supers articles. Je suis sur Substack depuis un moment et je lis des articles, mais tellement intelligents et tellement intéressants. Bref, ou même, j'en parlais avec une amie la dernière fois, ne jamais aller au musée, et cetera. Alors, je vais partir, peu importe les éléments qu'on choisit d'apprendre, qu'on choisit d'explorer, ça peut être, sortir dans la forêt, observer les plantes, j'en sais rien, peu importe les centres d'intérêt, ça peut être l'automobile, bref, mais apprendre de nouvelles choses et nourrir justement notre muscle qui est, notre cerveau et donc il y a ce côté, est-ce que mon travail me donne la possibilité d'évoluer, d'apprendre de nouvelles choses et cetera? Mais aussi est-ce que moi, je fais ce qu'il faut pour apprendre, pour évoluer, pour entraîner mon cerveau, à créer de nouvelles connexions, à être curieux? Ça, c'est hyper important. J'ai vraiment besoin que tu y réfléchisses. Parce que
Je connais plein de gens qui se plaignent de ça, de pas évoluer dans leur travail, et cetera, mais qui n'ont pas de comportement qui montrent qu'ils veulent évoluer non plus. J'en parlais encore une fois avec une connaissance il y a pas longtemps, qui évolue dans son travail, et genre il y a plein de personnes qui se plaignent qu'elles, elles évoluent pas alors qu'elle, elle évolue. Alors qu'il y en a qui sont là depuis beaucoup plus longtemps. Et en fait, quand on compare les comportements, mais en fait, cette personne leur a dit: «Mais vous pourquoi vous vous étonnez de pas évoluer? Vous aviez, X années avant que j'arrive dans la boîte pour évoluer, c ça ne c vous l'avez pas fait avant». Et en fait, voilà, il y a bref, c'est une parenthèse. Il faudrait que je fasse un épisode sur ça parce que c'est hyper intéressant et puis je connais des personnes qui pouvaient stagner pendant des années. C'est pas une fatalité, hein. C'est pas parce qu'on est dans une boucle. Moi-même, hein, j'ai été dans une boucle hyper toxique, pendant mon postpartum surtout parce que j'étais extrêmement fatiguée, j'avais pas l'énergie de faire autre chose que, de rien faire, tout simplement, à part m'occuper de mes enfants, ce qui était déjà, pas mal. Bref, tu as compris ce que je veux te dire. Le côté autonomie, évolution, pouvoir apprendre, développer ses compétences, et cetera. Il faut bien évidemment que ton activité professionnelle te l'offre, mais il faut aussi que toi tu actives ces mécanismes en toi, dans ton cerveau, et cetera. Ensuite, ça rejoint un petit peu le point précédent, mais il y a l'utilisation et le développement des compétences. Donc, il te faut une activité professionnelle pour être épanoui qui te permet de mobiliser des compétences que tu as déjà, mais qui te donne aussi des opportunités de monter en compétences, d'apprendre, de te former, d'évoluer professionnellement. D'accord? Je vais pas trop réinsister là-dessus. Mais là, les questions que je voulais te poser, c'est quelles sont toi tes compétences ou tes qualités naturelles que tu aimerais exploiter dans une activité professionnelle? Ou que tu aimerais développer aussi grâce à ton travail? Pour les Customer Care Managers, je te prends leur exemple parce que c'est les personnes que je connais le mieux. Elles ont souvent des qualités naturelles du type écoute active, intelligence émotionnelle, art de la rédaction, hem et en fait, elles veulent apprendre, intensifier justement leurs qualités relationnelles, utiliser leur empathie naturelle dans leur travail et cetera. D'accord? C'était mon cas aussi. Donc peu importe les compétences naturelles que tu as déjà, mais il y en a plein que tu possèdes et que tu pourrais utiliser pour t'épanouir, enfin pour avoir un travail plus épanouissant. Ensuite, on a les relations de qualité, les climats de confiance. Donc ça, les relations avec tes collègues, ton manager, ça compte énormément, que ce soit pour le soutien, la collaboration, le respect, l'ambiance positive. Voilà, c'est des clés. Moi, j'ai tendance à dire, tu vois, j'ai fait avant d'être chez Lush et d'être manager, et cetera, j'ai fait plein de jobs de vendeuse, tu vois? Et je me souviens que, même encore maintenant, genre les jobs de vendeuse, c'est hyper mal vu. C'est genre, c'est considéré comme un job de merde pour être, poli. Alors que personnellement, il y a certains jobs de vendeuse, ça a été mes meilleurs jobs, vraiment. J'y prenais beaucoup de plaisir. Déjà parce que j'aimais les produits. Quand j'étais vendeuse en boutique là, je conseillais des produits pour la peau, pour les cheveux toute la journée, mais alors c'était le rêve quoi. D'ailleurs, c'est toujours quelque chose que je fais à titre personnel avec mes amis et cetera. La passion pour les cosmétiques et le monde de la beauté, bref. Et l'équipe, les gens étaient tellement sympas. J'arrivais le matin, au travail, je savais que j'allais passer la journée avec des gens, adorables, en fait. Et puis une bonne ambiance et tout et vraiment, la bonne ambiance au travail, les personnes avec qui on travaille, ça fait 80 de notre bonheur au travail. Vraiment, de mon expérience, tu peux avoir un boulot de ouf, hyper bien payé, avec des tâches que tu aimes. Si tu es obligé de collaborer avec des personnes avec qui ça le fait pas du tout, dans une ambiance horrible, dans une ambiance toxique, bah, je peux te dire que malgré le super salaire et cetera, ça va être difficile à supporter. Alors que, bah, voilà, j'ai eu des jobs où j'étais payée au SMIG, SMIC? SMIG? Je sais plus. J'ai eu des jobs où j'étais payée au SMIC, où vraiment je gagnais pas beaucoup, mais en fait, on passait tellement des bonnes journées, je prenais tellement de plaisir dans mon travail, et l'ambiance avec les collègues était tellement top que, au final, c'était pas si grave. Voilà. Bon après à l'époque j'avais pas d'enfant, heu et j'ai jamais vécu seule aussi. Donc j'ai jamais eu à gérer un loyer, des factures et cetera, toute seule. Ensuite, l'équilibre vie pro, vie perso, le fameux. Donc peu importe ton activité professionnelle encore une fois ou celle que tu recherches, mais il faut quand même définir un minimum, c'est quoi ta vision de ton équilibre pro perso? Et je sais pas
selon ton âge, moi j'ai 30 ans, 35, heu, mon équilibre vie pro, vie perso n'a jamais été le même à tous les âges de ma vie. J'ai envie de dire, je crois qu'il doit changer tous les, 3, 4 ou 5 ans, mon équilibre vie pro, vie perso. Déjà, mon équilibre n'est plus le même là depuis que ma dernière est née il y a 2 ans. Clairement, elle est pas encore à l'école, donc l'équilibre est déséquilibré. Avant elle, j'avais que, un seul enfant et bah, pareil, pendant 3 ans qu'elle était à l'école, mon équilibre était encore différent. Avant qu'elle entre à l'école, il était encore différent et avant d'avoir des enfants, bah, alors là, mon équilibre, il était, encore très, très différent. En sachant que, plus j'ai avancé dans le temps, plus mon temps de travail s'est réduit. Plus j'ajoute d'enfants, plus mon temps de travail se réduit. Donc voilà, trouver un équilibre durable entre vie personnelle et vie professionnelle, c'est un déterminant central, hein, de ton épanouissement et la flexibilité des horaires aussi, la possibilité de télétravail, le droit à la déconnexion, tu vois? Genre, il y a rien de plus toxique que les groupes WhatsApp avec ton manager qui t'envoie des trucs le week-end, quoi. Alors ça, refuse, hein, vraiment. Politique familiale, favorable aussi de l'entreprise et cetera. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais donc toi, quelle est ta vision de ton équilibre pro perso? Ça va dépendre de si tu as des enfants, une personne à charge, un compagnon ou pas, si tu es seul, où est-ce que tu vis, si tu as des loisirs, si tu as des choses que tu veux faire en dehors de ton activité professionnelle. À quoi ressemble ton équilibre idéal? Et encore une fois, un équilibre idéal, c'est pas forcément 50-50. Ça peut être 40-60, 30-70, 20-80, ça dépend. Ton équilibre idéal, c'est pas forcément une balance parfaitement symétrique. Ça dépend de où tu en es actuellement dans ta vie, de combien de temps, parce que là, l'équilibre vie pro, vie perso, on parle clairement d'investissement de temps. On ne parle de rien d'autre. C'est où veux-tu investir ton temps? Combien de temps tu veux investir dans ta vie personnelle? Et ça nous force à nous poser la question: de quoi est composée ma vie personnelle? Est-ce qu'elle est composée de m'occuper de mes enfants, de passer du temps avec un conjoint, de passer du temps avec mes grands-parents, mes parents, de faire du sport, de développer des compétences, passions type peinture, herboristerie, randonnée, je ne sais, peu importe. Et combien de temps tu veux investir dans ta vie professionnelle? Et là aussi, ça nous force à nous poser la question: de quoi est composée ma vie professionnelle? Dans quoi je veux investir mon temps? Parfois, ton temps, faut que tu le vois comme de l'argent. Où est-ce que je vais le placer? Surtout que le temps, on ne le récupère pas. Donc le temps qu'on choisit d'investir dans des éléments spécifiques dans notre vie, bah, faut que ce soit quand même utile. Et d'ailleurs, j'insiste pour te dire que tu dois aussi investir du temps dans ton repos, dans ton bien-être et dans ton self-care. 7 à 8 heures de sommeil minimum par nuit. Au moins un jour off par semaine, c'est-à-dire sans activité professionnelle, où ton cerveau va te déconnecter, où tu vas vraiment te reposer. Ok? Ensuite, sentiment d'efficacité personnelle et de progression. Donc, le sentiment d'efficacité dans son travail ou dans son activité indépendante, c'est hyper important. C'est quand même difficile à calculer. Moi, je sais que j'utilise, à traquer, genre est-ce que je suis efficace? J'utilise, Toggle pour traquer mon temps. D'ailleurs, là, il tourne. Il y a le projet, enregistrement de podcast qui tourne et je le lance dès que je commence à enregistrer et en fait, je calcule tout le temps que je passe sur toutes les tâches. Ce qui me permet d'avoir un graphique, très précis sur, où est-ce que j'investis mon temps. Mais dans un tableau Google Sheet, je rentre aussi le chiffre d'affaires mensuel et en fait, ça me donne mon CA généré par temps de travail. Et ça, c'est un objectif. Je veux augmenter ça. Aujourd'hui, enfin, pour ce mois-ci, parce que ça dépend des mois, il est à 126 € de l'heure. On pourrait se dire que c'est pas mal. Ça va. Mais mon objectif, c'est de l'augmenter. Voilà. Euh, Et donc le fait de voir des progrès concrets, que ce soit dans nos compétences, dans notre responsabilité, dans notre impact, dans les résultats de notre entreprise. Donc il faut bien évidemment des managers qui communiquent de façon claire avec nous sur les résultats. Ou quand on est indépendant,
il faut des datas, il faut de la donnée, il faut traquer ses chiffres, son temps, et cetera pour voir concrètement. Il faut aussi récolter les avis de nos clients pour avoir leur retour, savoir tout ce qui va bien et donc directement avoir, voir verbaliser les résultats de notre travail par nos clients, mais aussi comprendre peut-être ce qui serait à améliorer. Ensuite, on a l'intérêt, le plaisir et la stimulation intellectuelle. Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, mais il faut un travail qui te procure un certain intérêt. Tout à l'heure, je te parlais du fait que, certaines missions quand on est customer care manager, même si on aime trop notre métier, on va pas être épanoui. Demain, tu mets customer care manager pour, un site qui vend des pièces automobiles, je suis désolée, ça va pas m'épanouir. Ça va pas m'épanouir. C'est pas ma passion, j'ai pas envie d'apprendre le nom de toutes les pièces et cetera, bref. Donc il faut vraiment qu'il y ait un intérêt aussi, par rapport au domaine de ton activité professionnelle ou du plaisir, que ce soit de la curiosité, de la créativité, du défi, et cetera et avoir un rôle qui offre une stimulation intellectuelle. Encore une fois, toujours pour aller vers cette évolution et permettre de sortir de la routine aussi, sans être en permanence en surcharge non plus. Faut faire attention, faut encore une fois trouver cet équilibre entre pression intellectuelle, psychologique, et cetera et être dans la stagnation. Donc il y a plein de métiers qui permettent de sortir de la routine, mais vraiment customer care manager freelance, pour reprendre l'exemple, on est quand même pas mal dans le top, hein. Et toi, demande-toi quel changement, quel rythme tu aimerais dans ton activité actuelle ou tu aimerais dans ton activité future. Personnellement, moi j'aime bien changer d'environnement de travail. Quand j'étais salariée et que je devais aller tous les jours au même endroit, aux mêmes heures pour bosser, ça me saoulait. Là, je suis indépendante et travailler tous les jours devant mon ordinateur, enfin tous les jours où mes filles sont gardées, bah, ça me saoule aussi. Donc en fait, ce que je fais régulièrement, c'est que je change d'environnement de travail. Tu vois? Cet épisode que j'enregistre, je l'ai préparé dans mon jardin, dehors, tranquille, assise à côté de mon hortensia. Parfois, je vais bosser dans un joli café ou dans, des hôtels avec une copine, OK? Et je choisis aussi des projets qui changent. Quand on me contacte pour, certaines collaborations, par exemple, j'essaye de choisir des choses qui vont me stimuler. La sécurité et la confiance dans l'avenir, donc la stabilité de l'emploi, c'est hyper important pour ton épanouissement, personnel et professionnel pour le coup et la clarté des perspectives de carrière, d'accord? La confiance en l'avenir. Soit je reste toute ma vie dans cette entreprise, et je suis tranquille, soit c'est quand même, c'est un peu chaud là, l'entreprise ça a pas l'air d'aller bien, parce qu'il va y avoir des licenciements et cetera. Voilà. Donc l'insécurité professionnelle permanente, c'est vraiment à éviter, à tout prix. Bon, ça, c'est un super sujet parce que en tant qu'indépendant, qu'on soit freelance ou gérant de société, comme moi, bah, en fait, on a 0 hein, sécurité, hein. Faut quand même que je sois très honnête. Les customer care managers freelance que je forme ont 0 sécurité. Alors, on peut se créer des sécurités, il y a plein de choses à mettre en place, il y a des complémentaires, des mutuelles, il y a plein de trucs qu'on peut adhérer, mais ça reste des charges encore en plus, à payer. Mais tout ne tient qu'à nous. On peut mettre des sécurités en place, mais ça ne tient qu'à nous. Il y a rien d'autre qui va assurer notre sécurité. Donc j'ai des customer care managers aussi, qui ont eu des CDI à mi-temps, par exemple, soit avec des anciennes clientes, parce que ça se passait tellement bien en freelance qu'elles ont switché le contrat en CDI, donc ça apporte une sécurité supplémentaire. Et le reste, elles le travaillent en freelance, voilà. D'autres ont un conjoint qui gère niveau finance, donc en fait, elles ont moins de pression. Les mois où elles ont un peu moins de travail, bah, c'est pas si grave. D'autres encore ont des contrats très long terme qui les rassurent, mais elles entretiennent quand même leur réseau à côté parce que faut pas non plus se reposer sur les lauriers. Donc, dans la vie d'indépendant, l'insécurité, c'est quand même un sujet. Comme on l'a vu tout à l'heure, à lui seul, ce facteur, ne peut pas garantir l'épanouissement. Si ce facteur est comblé, si on a une sécurité de l'emploi, c'est pas lui seul qui va garantir l'épanouissement au travail. Mais je dois être honnête, ça y contribue. Toi, demande-toi à quel point tu as besoin de cette sécurité de l'emploi.
Je t'avoue qu'avant la naissance de ma deuxième fille, j'avais jamais ressenti d'insécurité en tant que freelance et en tant qu'indépendante, parce que j'avais toujours eu le temps et l'énergie de faire ce qu'il fallait pour que mon entreprise tourne, pour qu'elle génère assez de chiffre d'affaires pour payer l'équipe, pour payer les outils, pour me payer moi, pour avoir, du stock en trésorerie et cetera. Quand ma deuxième fille est arrivée, je vais te la faire très courte, ce que j'ai déjà raconté dans l'épisode, précédent, j'ai eu des problèmes de santé, heu, beau quand même assez graves. J'avais une énorme perte de capacité intellectuelle, j'arrivais plus à me concentrer, j'avais des pertes de mémoire, j'étais fatiguée, je faisais des malaises, bref, c'était très compliqué et pendant cette période, je me suis sentie en insécurité. Parce que la seule personne, entre guillemets, qui pouvait apporter cette sécurité, qui est donc moi, bah, en fait, j'étais plus apte à le faire. Donc voilà. Donc la sécurité, c'est une question que tu dois vraiment te poser selon ta situation, selon ton confort de vie, selon si tu as des personnes à charge, c'est vraiment pas à prendre à la légère. Le dernier point, qui est quand même important, c'est la cohérence entre l'identité c'est la cohérence avec ton identité et ton projet de vie. Au-delà du poste, l'épanouissement est plus fort quand le travail s'inscrit dans un projet de vie cohérent. Le style de vie que tu veux, tes valeurs, tes ambitions, tes contraintes familiales. Et certains modèles évoquent explicitement un alignement entre ce que je suis, force, valeur, talent, ce que je fais, poste, mission, tâches, etc., et l'environnement dans lequel je le fais, culture de l'entreprise, organisation, secteur d'activité. Et ce dernier point, il est essentiel aussi parce que quand j'écoute des personnes en reconversion professionnelle, il y a toujours ces 3 éléments qui reviennent. Ma situation actuelle ne correspond plus à qui je suis. Je ne me reconnais pas dans ce que je dois faire au quotidien dans mon travail. Et l'environnement et l'état d'esprit de mes collègues ne me correspondent plus. Vraiment, ce sont des critères qui reviennent très souvent dans les conversations qu'on a avec des personnes en reconversion professionnelle. Parfois, quand on est dans cette situation, ça peut être aussi un sentiment un peu urgent qu'on ressent de devoir évoluer dans plein de sphères de notre vie, que ce soit pro ou perso. Mais on va rester sur le pro pour clôturer cet épisode, bien évidemment, et la recherche de l'épanouissement. C'est une quête noble que je t'interdis d'abandonner. Parce que oui, il y a des moments dans ta vie où tu auras un job alimentaire. C'est OK, ce n'est pas un échec, cela ne veut pas dire que tu resteras dans cette situation toute ta vie. Parfois, un job qui t'épanouissait à une époque aussi, finit par ne plus t'épanouir. Tu évolues, tu changes, et c'est normal, c'est pas un échec. C'est juste que tu as fait le tour et que tu as besoin d'autre chose maintenant pour être épanoui par ton activité professionnelle. Donc oui, tout ne sera pas toujours parfait, mais l'épanouissement est possible. On en a exploré les clés pendant cet épisode, sur quoi te questionner aussi, quoi chercher, quels critères prendre en compte et sur ce qui causait aussi un manque d'épanouissement. Tu as toutes les infos, tu as normalement la clarté qu'il faut maintenant pour avancer vers cet épanouissement et si tu veux savoir si un métier de Customer Care Manager freelance serait une possibilité pour toi d'épanouissement, j'ai créé un test que je mets dans, la description de cet épisode, dans la description de la vidéo, sur YouTube. Tu peux passer le test et ça te donnera un avis très honnête de si ce métier est fait pour toi ou pas. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, qui était assez long et peut-être un peu boring à certains moments parce que c'était quand même important qu'on reste accroché pour bien comprendre, bien développer, et pouvoir choisir notre épanouissement professionnel. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à le partager à un ou une de tes proches qui aurait besoin de l'écouter parce que peut-être qu'elle n'est pas épanouie dans son travail. Abonne-toi si tu regardes cette vidéo sur YouTube. Abonne-toi si tu écoutes ce podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Et surtout, en attendant l'épisode de la semaine prochaine, prends bien soin de toi.